pour faire la paix, il faut la faire avec les criminels. Et puis, on voit. Bon, là, on touche quelque chose de très proche d'une valeur suisse qui s'appelle la neutralité. Alors, on va en parler parce que c'est... Non, non, mais c'est vrai, je pense que c'est... Si on dit quelle est la première valeur suisse au monde vert, c'est la neutralité. Et puis, en même temps, c'est une valeur qui, je crois, résonne différemment pour les uns et les autres d'entre vous. Tim, la neutralité, c'est une valeur suisse importante pour toi? Pour 95% de la population, oui. Pour moi, non. C'est-à-dire? Je crois que, n'est-ce pas, la neutralité, qu'est-ce que ça signifie? D'un côté, c'est une réalité que la plus grande majorité de la population est convaincue, c'est la valeur fondamentale de notre pays. Ça, c'est aussi une réalité. Et puis de l'autre côté, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est la neutralité? C'est tout simplement de s'abstenir, de ne pas participer dans une guerre entre deux États. Et puis la politique de neutralité qui signifie qu'il faut faire tout à ce que, aussi à l'avenir, on peut maintenir cette attitude. Rien de plus. Enfin, ça signifie qu'on n'est pas membre de l'OTAN. Très bien, je ne suis pas en faveur de participer à l'OTAN. Mais entre la réalité politique de la neutralité et aussi toute la tradition avec des aspects très positifs pour la Suisse et tout ce que la Suisse a pu faire, et l'aspect juridique, il y a une différence. Et maintenant, il faut vivre avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est très bien, on peut vivre avec la neutralité. Je crois qu'il ne faut pas exagérer l'importance de cette neutralité parce qu'en même temps, elle nous sert à nous retenir, à nous écarter et de ne pas jouer les atouts qu'on a en temps à niveau international pour assumer un rôle qui a beaucoup plus de potentiel de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Je pense que la neutralité, c'est surtout un outil de travail. Et peut-être je parle maintenant aussi un peu du côté du CICR. Ça donne la possibilité de faire des choses. Et pour la Suisse, il faut aussi se rendre compte que nous avons été contraints à être neutres. Ce n'est pas la Suisse qui a choisi d'être neutre, mais au Congrès de Vienne, on nous a dit d'être neutre. Et puis la neutralité a été définie assez étroite, c'est-à-dire de ne se pas mêler dans des querelles et des guerres d'autres. Et cette neutralité, elle ne veut pas dire qu'on est neutre, par exemple, dans des positions plutôt des positions morales ou des décisions qui concernent, par exemple, la prohibition d'armes. Et je reviens sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, aussi parce qu'on a parlé avant de double standards. On ne devrait pas, d'un côté, promouvoir vraiment ce côté humanitaire de la Suisse, la politique suisse, la Genève internationale, et d'autre côté, après, se cacher derrière la neutralité pour ne pas prendre position, par exemple, dans le contrat qui promouvoit la prohibition des armes nucléaires. Là, je pense qu'on fait des double standards, d'un côté parlant que nous sommes quand même un État qui veut promouvoir l'humanité et qui veut être très fort dans toutes ces politiques-là, et d'autre part, après, dire que la neutralité nous défend de signer ce contrat qui prohibit les armes nucléaires. Là, je pense que c'est des double standards qui sont très mauvais. Dick Marty, la neutralité, ça a été un guide pour vous, une valeur phare? Non, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Je crois que la neutralité fait partie du roman national qu'on s'est un peu construit. En réalité, moi je me rappelle quand il y avait encore le bloc de l'Est et l'Occident, le mur, donc on n'était pas neutre du tout. On n'était pas neutre du tout. Et donc, si la neutralité doit être cette attitude qui nous permet d'offrir des bons offices, de pouvoir jouer un rôle de médiateur, certes, je crois que c'est important, mais la vraie neutralité a aussi certaines contraintes, et je crois que ces contraintes sont souvent oubliées. Neutralité, par exemple, bon, c'est une des valeurs sur lesquelles s'appuie le CICR pour fonder son action. C'est un outil, comme vous le disiez. Le CICR doit être neutre pour pouvoir parler avec les deux parties et sauver des victimes.
Mais par exemple, quand le directeur général tweet « Je suis Charlie » après les attentats à Paris, est-ce qu'il enfreint la neutralité? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de dire que le CICR dise « Je suis Charlie » ? C'était le directeur général, ce n'était pas le CICR en soi. Non, mais c'est vrai que pour le CICR, c'est très important, surtout parce qu'il travaille naturellement dans des régions de conflit. Il est très directement dans tous ces pays où il y a la guerre, où la violence et des conflits. Et pour pouvoir avoir accès aux gens qui sont vraiment dans des situations les plus terribles, les victimes, il faut être neutre parce que sans cela, on n'arrive pas à le faire. Et de ce fait, je pense que c'est vraiment un outil de travail qui doit être respecté avec beaucoup d'attention du côté du CICR. Et le CICR en soi ne devrait pas prendre des positions politiques. C'est clair que chacun des employés, lui, il a des positions. Et puis, il a le droit aussi d'avoir des positions. Si finalement, après, il doit aussi les extérioriser et puis aller sur les social media, ça, c'est une autre question à discuter. Vous n'êtes plus vice-présidente, donc vous avez retrouvé une certaine liberté de parole. Mais sur le CICR, je pense que c'est, enfin, une partie du débat ce soir, il sera consacré. On ne va pas passer la soirée là-dessus, mais le CICR se trouve justement dans un débat sur les valeurs, parce que il y a toute une querelle sur le fait que le président est aussi membre du World Economic Forum et qu'il a ces deux casquettes et que parfois une et l'autre sont contradictoires. Ça, c'est quelque chose qui provoque certains remous internes. Je crois que Dick Marty, vous êtes assez frappé par ça. Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait normal que le CICR soit aussi dans l'économie comme avec le WEF? Non, je ne le pense pas du tout. Je tiens tout d'abord à dire que pour moi, le CICR, c'est absolument fondamental. Et si on doit parler de valeurs suisses, moi, je mettrai en premier lieu le CICR. Et le CICR, on en a besoin comme jamais, je crois, actuellement. Mais je crois que le CICR, s'il veut être vraiment universel, donc il doit être accepté partout, on doit se concentrer seulement sur l'action humanitaire et ne prendre parti pour rien du tout. Or, si vous acceptez d'être du membre du conseil d'administration du WEF, vous prenez parti. Le WEF, ce n'est pas seulement ce qu'il est, mais c'est aussi ce qu'il apparaît. Et donc, aux yeux de beaucoup dans le monde, le WEF, c'est une association, je ne dis pas de malfaiteurs, mais c'est une association de gens riches, de la finance et de la puissance de la finance. Je ne dis pas que c'est ça, mais il apparaît comme ça. Et le fait d'apparaître déjà comme ça devrait obliger, en tout cas devrait contraindre le président de CICR de ne pas accepter, et pourquoi il en a besoin d'ailleurs, d'être membre du conseil d'administration du CICR. Il y a un autre aspect qui me préoccupe au CICR, c'est son financement. Or, qui paye commande, et là c'est une vérité assez établie, le financement, et de loin le plus important, vient des États-Unis. Alors, on a vu ce que les États-Unis font avec les organisations internationales. On l'a vu avec l'UNESCO, on l'a vu avec l'UNRWA, l'organisation des États-Unis des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Tout d'un coup, le président des États-Unis a dit, voilà, on coupe 300 millions en moins pour l'UNRWA. Alors, est-ce que le CICR peut être complètement indépendant quand il dépend de financements tellement importants? Moi, je sais que le CICR, à un certain moment, il a été à Guantanamo, mais il n'a jamais été dans les prisons secrètes. Donc, est-ce qu'il y a eu une protestation du CICR? Je n'en sais rien, mais je n'en ai trouvé aucune trace. Pourtant, j'en ai trouvé des traces ailleurs. Voilà, donc, moi, je trouve que le président du CICR devrait être une personne qui se consacre seulement à cette activité et qui ne prend pas parti en étant membre de conseil d'administration de quelque nature que ce soit. J'aimerais quand même prendre position. Je ne savais pas qu'on allait faire un débat CICR ce soir, mais je prends volontiers position.
Sur le financement, disons, si on pourrait le changer de la manière que la Suisse, par exemple, paye autant que nous n'ayons plus besoin de l'argent américain, ça serait naturellement merveilleux. Mais Et pourquoi si ne le propose pas? Et pourquoi le propose pas? Ah bah, on essaye tout le temps, mais si peut-être tu as assez d'influence pour le changer, moi je serais tout à fait très contente. Mais j'aimerais quand même dire que c'est vrai que les États-Unis, depuis des années d'ailleurs, sont le plus grand financeur, mais d'autre part, c'est aussi très vrai que les Européens ont commencé à financer beaucoup plus. L'Allemagne a augmenté beaucoup, aussi l'Union européenne a augmenté beaucoup, ce qui fait que la Suisse redescend un peu parce que les Européens augmentent. Mais c'est encore toujours vrai que les États-Unis sont le plus grand financeur. Mais d'autre part, il faut aussi savoir, et puis je pense que c'est important de le dire, pendant tout le temps où nous avons eu vraiment des discussions très dures avec les gouvernements des États-Unis, et puis c'est public maintenant, je ne dis rien qui n'est pas connu, il n'y a jamais eu des côtés des États-Unis une menace en disant si vous n'arrêtez pas maintenant de discuter avec nous sur ce que vous ne trouvez pas en ordre dans notre politique, nous allons couper les moyens que nous vous payons. Il n'y a jamais eu un mot là-dessus. Il n'y avait pas encore Trump. Hein? Pardon? Il n'y avait pas encore Trump. Non, il n'y avait pas encore Trump. Et c'est vrai que c'est tout à fait clair qu'il y a un grand danger qui peut avoir une fois une coupe. C'est toujours comme ça. Si vous avez quelqu'un qui vous paye un grand montant, il y a toujours un danger que ça sera coupé une fois. Mais là, je peux vraiment assurer qu'il n'y a aucune dépendance et le CICR ne ferait jamais quelque chose qui lui est demander du côté d'un financeur pour avoir l'argent qui serait coupé sans cela. Alors là, vraiment, là, c'est quelque chose où je suis tout à fait absolument certaine. Bien, sur le WEF, le CICR a depuis toujours eu contact avec tout le monde, avec tous les États, avec tous les gouvernements, avec tout le monde qui sont du côté public et gouvernement, des fois des gens qui ont fait des choses horribles, Tim l'a dit avant. Il faut, pour avoir une influence, pour pouvoir avoir accès, il faut avoir des contacts avec tout le monde. Alors je me demande vraiment pourquoi, si on a des contacts avec tous les politiciens, vraiment des fois qui sont aussi des criminels de guerre, pourquoi on ne devrait pas avoir un contact avec l'économie, où il n'y a pas que des gens malhonnêtes, il y a aussi beaucoup de gens très honnêtes. Et je pense que le WEF, en soi, c'est une plateforme où sont amenés beaucoup de gens de côtés très différents. Par exemple, il y a aussi la ministère de Défense allemande qui fait partie du même groupe que Peter Maurer et beaucoup d'autres. Il y a un grand pianiste. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait très respectables et je pense de pouvoir influencer le programme du WEF, ce que Peter Maurer a pu faire parce que, par exemple, la résilience, les conflits, les problématiques humanitaires sont maintenant sur l'ordre du jour du WEF, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ça a quand même aussi des avantages. Oui, mais il peut obtenir ça sans être membre du conseil d'administration. Ça, je ne pense pas. Bon. Alors, il devrait être aussi membre d'Amnesty International. Bon. Tim, je vois que vous avez envie de réagir. Oui. Je suis très heureux que le CICR est indépendant de Berne. Il ne faut pas mêler la politique suisse avec le rôle du CICR. Admettons que la majorité des finances venaient de Berne, je ne suis pas sûr s'il n'y aurait pas de pression, mais des conseillers fédéraux qui aimeraient bien se profiler pour les médias dans les champs du CICR. Arrêtons avec ça. Le CICR est indépendant, doit rester indépendant. Bien sûr, il faut être réaliste. Le CICR doit trouver son argent. Il doit parler avec tout le monde. Et je suis contre la moralisation des institutions qui doivent servir à leur but. Et c'est à eux de décider comment ils y arrivent le mieux. Et je suis tout à fait sûr que comment ça marche maintenant, je défends la démarche de Peter Maurer dans ces questions dont on a parlé. Donc vous avez là une défense bipartisane puisque Tim Guldimann a été élu socialiste au Conseil national et Christine Berly a été radicale. Voilà, défense bipartisane de Peter Maurer.
Très bien, merci. On ne va pas s'attarder trop sur le CICR. C'était important pour moi quand même de le mentionner parce que à l'intérieur même de l'institution du CICR, il y a cette vraie discussion de valeurs. Quelles sont nos valeurs d'institution? Voilà, est-ce que... Oui. Non, moi, je ne veux pas que le Conseil fédéral mette son nez là-dedans. Moi, je dis que la Suisse devrait prendre l'initiative pour une convention internationale pour le financement du CICR. C'est à travers un système qui rendrait travailler un peu de fantaisie. Je ne sais pas, moi, des taxes sur les billets d'avion, quelque chose comme ça, mais de trouver une convention internationale qui assure le financement. Parce qu'aujourd'hui, c'est au bon vouloir des gouvernements, le financement. C'est au bon vouloir des gouvernements. Aussi la convention. Oui, mais une fois que tu as signé une convention internationale... Mais elle ne le signe pas, malheureusement. On verrait qui c'est qui ne signe pas. Je crois que ce serait... Oui, mais disons, c'est au bon vouloir et je pense que ça montre quand même que les gouvernements sont contents avec le travail qui est fait par le CICR sur le terrain. Ils ont augmenté le budget quand même. Quand je suis arrivée en 2011, il était d'1 milliard, maintenant il est de 2 milliards. Et puis les gouvernements ont suivi, surtout aussi les Européens, comme j'ai dit, qui savent très très bien quelle est la valeur de ce travail sur le terrain. Cette défense du CICR me rappelle un peu la défense des rédactions des journaux qui appartiennent à des grands groupes économiques où ils disent « Bien sûr, on est indépendant ». Mais dans ces rédactions, il y a quand même une certaine autocensure qui est souvent pire que la censure. Bon, je vous avais dit que Dick Marty était remuant. Donc... Très bien. Non, mais on a parlé de la neutralité comme étant une valeur à dépasser. Tim, sur cette question de valeur, il y a deux choses. Il y a d'abord, Christine, vous dites que est-ce que vraiment il faut parler de valeur parce que la Suisse est un pays parfois plus pragmatique et que plutôt que de valeur, on peut imaginer aussi des savoir-faire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui sont, dans un certain sens, typiquement suisses et desquels on ne parle pas assez. Et j'espère que ça ne se perd pas et que ça ne s'est pas déjà perdu un peu, c'est la faculté d'écouter les autres, la faculté d'aussi rencontrer un autre en ayant l'idée que peut-être il pourrait avoir raison. Aussi, le vouloir de trouver des solutions sur des questions qui sont à juger, où il faut trouver vraiment quelque chose de pratique pour résoudre un problème. Dans ce sens aussi, après, la faculté de faire un compromis. Parce que souvent, on dit que des compromis, c'est quelque chose de mauvais. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas entrer dans une discussion avec un compromis, mais il faut en sortir. Et les gens qui ne veulent pas voir le compromis, d'un côté, ce sont des révolutionnaires ou des réactionnaires. Et les deux ne nous amènent pas plus loin. Alors, je pense que toutes ces choses-là sont importantes comme une certaine manière de faire suisse. Qui remplace des valeurs. En fait, c'est un savoir-faire qui est... Il n'y a pas besoin de parler de grands mots. Agissons plutôt avec notre façon. C'est ça. Et Tim, vous disiez au fond que les valeurs suisses qui sont habituellement mises en avant ne sont peut-être pas les bonnes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, je crois que nous avons de grandes valeurs, nous avons de grands atouts et nous croyons aux faux atouts. N'est-ce pas? Nous avons une culture politique qui a beaucoup de valeurs, mais nous avons en même temps la tendance de ne pas reconnaître les atouts. N'est-ce pas? Je crois que c'est la contradiction la plus grande dans notre culture politique. D'un côté, nous sommes dans un pays transnational, avec une ouverture, avec des liens partout, avec une intégration, culture, économique, sociale, tout ce qu'on veut. Et en même temps, nous avons une culture politique qui s'arrête à la frontière suisse. Comme si tout ce qui se passe en dehors, ça ne nous concerne pas directement. C'est incroyable comment on discute à Berne. Je l'ai vécu pendant 2 ans et demi au Parlement. Et là, je crois que nous perdons les possibilités qu'on a. Vous avez mentionné la langue italienne. J'ai essayé souvent aux affaires étrangères qu'on mette en valeur le fait de notre italianità, c'est-à-dire le fait que la Suisse participe dans les 3 grandes cultures linguistiques. Pas d'effort en ce qui concerne la langue italienne. N'est-ce pas? J'ai dit une fois à Burkhalter, est-ce que faites comme règle que chaque diplomate suisse doit être capable de mener une conversation téléphonique avec Bellinzona en italien?
Sinon, dehors. Non, non, ça ne va pas. N'est-ce pas? Et là, je crois que nous ne reconnaissons pas ce que nous pouvons jouer dans nos relations étrangères. C'est-à-dire, nous avons un soft power avec des possibilités en Suisse qu'on ne reconnaît pas. Nous parlons de la neutralité, c'est-à-dire on s'écarte. Nous nous défendons nous-mêmes de ne pas faire quelque chose, au lieu de nous concentrer à ce que nous pouvons faire. Et je crois que c'est là une erreur fondamentale dans notre politique, dans notre culture politique. Bon, il faut dire, Tim Gulliman, que tout le monde n'a pas le talent linguistique que vous avez. Vous parlez couramment le français, l'italien, l'allemand, mais aussi le russe, l'arabe et le persan. Et je ne sais pas, peut-être quelques éléments que j'ai oubliés de turc ou autre, mais en tout cas, il faut peut-être être indulgent face aux autres. Dick Marty, cette idée de neutralité qu'il faut dépasser ou pas. Mais je crois que tacitement, vous m'avez attribué ce soir le rôle de provocateur, voilà. C'est pas mal. Oui, je ne dois pas me donner beaucoup de peine pour l'assumer. Mais tout à l'heure, on a vu Jean-Pascal Delamura, puis ça m'est venu à l'esprit qui disait « Oh, les Suisses vont d'accord parce qu'ils ne se comprennent pas. » Et c'est un peu vrai. Hein. Moi, j'avais proposé de faire une session dans la Suisse italienne des chambres fédérales, ce qui a été accepté, mais on a oublié toujours de dire que j'avais fait une seconde proposition. C'est qu'au cours de cette session, chaque parlementaire s'exprimerait dans une langue nationale différente de sa langue maternelle. Ce que les Tessinois font toujours. Ça n'a pas été accepté, mais c'est clair, la session aurait duré 2 jours au lieu de 3 semaines. Et alors, je me demande si la valeur suisse, pour être provocateur, c'est pas qu'en est en Suisse allemande, on parle suisse allemand, et puis on n'aime pas les Allemands. Donc, on n'aime pas les Allemands, donc on est suisse. On va au Tessin, on n'aime pas du tout les Capianes. Donc, par défaut, on est suisse. Ici, je crois avoir compris qu'on n'aime pas tellement les Frouzes. Et donc, on est suisse par défaut. Donc, il y a un peu aussi de ça dans l'être suisse. On est un peu suisse par défaut, voilà. Et ça devrait un peu nous faire réfléchir, voilà. Bon, merci Dick. J'avais prévu, si vous voulez, d'évoquer un certain nombre de sujets et de vous tester tous les trois sur une attitude suisse. Et il y a notamment certains sujets récents d'actualité où il est vraiment question de valeur. Par exemple, la Suisse, il y a eu le projet de faire porter à la Suisse le fait d'offrir un pavillon suisse au bateau Aquarius. Vous savez qu'il était en Méditerranée, il sauvait des vies. Il était sans pavillon. Est-ce que la Suisse, évidemment, ne l'a pas voulu? Est-ce que vous pensez, Christine, que c'est une valeur qui aurait mérité, une valeur de solidarité, de sauver des vies, que la Suisse aurait pu endosser, ou est-ce qu'elle a eu raison de dire non? Comme c'est une chose absolument humanitaire, et puis on ne pouvait pas vraiment laisser ces gens sur ce bateau. D'ailleurs, je trouve que c'est absolument scandaleux combien de gens ont dû mourir dans cette Méditerranée les dernières années. Je pense que ça aurait été vraiment de l'humanité vécue. D'ailleurs, je pense que là, et puis je l'ai déjà mentionné tout au début, il y a vraiment des pas à faire. La Suisse ne devrait ou bien plus tellement se vendre avec cette politique d'humanité si elle ne veut pas vraiment après laisser suivre aussi des pas très concrets, ou bien après faire vraiment des pas très concrets. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. On peut aussi parler des Suisses qui sont maintenant en Syrie et en Irak. C'est une question humanitaire, mais pas uniquement. Pour moi, c'est aussi une question de sécurité. Et puis l'argumentation... J'allais y venir. J'avais 4 sujets. Dick Marty, le pavillon suisse pour l'Aquarius, vous regrettez que ça n'a pas eu lieu? Avec cinéaste suisse, tout à coup j'ai un blanc sur son nom. Et moi-même, nous avons écrit au Conseil fédéral en demandant qui est le pavillon suisse. Et
le ministre des Affaires étrangères nous a répondu d'une façon très bureaucratique, comme quoi il fallait coordonner l'action avec les autres pays européens. Mais pas un mot sur ces gens qui meurent chaque jour. On a transformé la Méditerranée, qui était le berceau de notre civilisation, en un immense cimetière dans l'indifférence générale. Et ça vaut une réponse bureaucratique de conseiller fédéral. Je comprends qu'il préfère le salon de l'auto au festival des droits de l'homme. Et Tim, vous pensez que la Suisse aurait pu offrir ce pavillon à ce bateau sans pavillon? Je crois que si on ne regarde que cette question, c'est bien de suivre ce que Max Weber a nommé l'éthique des valeurs. Mais il faut en même temps être conscient de l'éthique de responsabilité et faire les deux choses. Ça signifie un engagement pour les victimes, pour ceux qu'il faut sauver, mais surtout renforcer de façon fondamentale notre engagement en ce qui concerne dans les pays, c'est-à-dire dans les champs des réfugiés en Afrique du Nord. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, parce que ce qui s'est passé avec la crise des réfugiés, c'est qu'on n'a rien fait pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait un problème immense dont finalement on a vécu seulement un petit aspect, la petite minorité des réfugiés qui sont venus en Europe. Et tout le reste, on n'en a pas parlé. Et je crois que c'est là il faut mettre c'est-à-dire souligner ce qu'il faut faire de façon plus large que tout simplement poser la question, est-ce que vous sauvez des réfugiés dans le Méditerranée? Oui, oui, bien sûr, je suis en faveur. Merci. Christine Berly, alors les djihadistes, la Suisse ne souhaite pas le retour des djihadistes suisses. Elle pense qu'ils seront très bien là-bas pour être à la fois jugés, etc. Vous pensez que c'est une position défendable ou indéfendable? En tout cas, comme elle a été communiquée, je connais seulement ce que j'ai pu lire dans les médias, je trouve que ça ne tient pas du tout le bout, cette argumentation. On dit qu'on met la sécurité de la population suisse tout en haut et puis qu'on soumet tout autre raisonnement et c'est à cause de ça qu'on veut les laisser là-bas. Je pense que c'est un raisonnement qui est tout à fait faux et ça montre que probablement les gens qui ont préparé cette décision n'ont jamais été dans une région de conflit, en tout cas pas en Syrie, en Irak et dans ces régions-là, parce que c'est très, très prévisible que la sécurité n'est pas du tout sauvegardée de cette manière-là et que ces gens, un jour ou l'autre, vont pouvoir arriver ici sans qu'on le sache, sans qu'on les remarque. Et si on voulait vraiment, d'un côté, être aussi humain, mais d'autre part, être très strict avec des gens qui ont très probablement commis des crimes, on devrait les prendre ici et puis les mettre devant les tribunaux suisses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que la justice soit rendue là-bas. C'est-à-dire que ce sera soit pas de justice. Voilà. Dick Marty, pareil. Mais tout à fait d'accord. Nous sommes une société civilisée qui prétend l'être. Nous sommes un État de droit. Nous avons des Suisses qui on sait déjà qu'ils ont violé le code pénal parce qu'ils se sont engagés dans un conflit armé à l'étranger. Et le Conseil fédéral qui dit qu'ils doivent être jugés là-bas. Mais où là-bas? Ils sont dans les mains des Kurdes qui n'ont pas d'État, qui n'ont pas d'administration, qui n'ont pas de justice. Comment voulez-vous les juger? Il arrivera que les Turcs vont intervenir parce qu'ils veulent chasser les Turcs, et puis c'est les Kurdes. Et ces gens retourneront dans la nature et ils deviendront très dangereux. Donc, si on veut parler de sécurité, il faut les faire venir ici puis les juger. Tim, pareil. Ce sont des citoyens suisses, ils ont un passeport suisse, ils ont le droit de rentrer. S'ils veulent rentrer, bien sûr. S'ils sont criminels ou non, mais les droits de l'homme et les lois sont valables
pour les criminels ainsi que pour ceux qui ne sont pas criminels. On ne fait pas la distinction. Je prends un autre sujet, qui est celui, par exemple, du fait que la Suisse refuse de se joindre au texte qui demande à l'Arabie saoudite de ne pas, ou de libérer, disons, les femmes activistes. Et vous savez qu'il y a un mouvement féministe activiste en Arabie saoudite qui a obtenu de pouvoir conduire des voitures récemment. Voilà, ça leur a été accordé, mais par contre, les femmes qui se sont battues pour cet objet-là sont toujours en prison. Et la Suisse n'a pas voulu signer un texte qui condamne cela. Est-ce que, Christine Berly, vous comprenez cette abstention de la Suisse ? Mais ça devient un peu, ça donne un peu l'impression comme si j'étais maintenant allée dans les révolutionnaires, mais je ne le comprends pas du tout. Je trouve que c'est tout des double standards qu'on fait maintenant. Et puis c'est ce que j'ai dit tout au début. On ne peut pas, dans les grands discours de dimanche, dire que nous sommes le pays qui défend les droits humains et aussi, et puis je le dis encore une fois, toujours prôner l'importance de la Genève internationale, et puis après prendre des décisions telles, et puis aussi laisser de côté finalement nos amis européens qui, eux, ont signé, et puis nous, tout à coup, on se dit, éventuellement, on pourrait faire du commerce avec les Arabies Saoudites, et puis finalement, on va peut-être pas signer et puis avoir un petit avantage. Vous êtes en effet en train de devenir révolutionnaire et vous pourrez faire l'objet du deuxième film de Fred Baïf sur les rebelles. Oui, Dick. Alors, comme radical, je me sens tout à coup moins seul. Ce qui n'empêche que ces radicaux-là sont toujours sur la liste rouge du WWF. Bon. Non, je trouve que c'est incompréhensible. C'est-à-dire incompréhensible. Non, il y a une explication. C'est que l'économie passe avant les droits de l'homme, passe avant la justice. C'est tout simple. Bon, et Tim ? Bon, je suis pas sûr. N'est-ce pas? On ne peut pas expliquer toutes les démarches ou les non-démarches de la Suisse en ce qui concerne les droits de l'homme avec les intérêts économiques. Ça ne marche pas comme ça. Et je crois que la question se pose, quelle doit être la démarche pour les droits de l'homme de la Suisse en tant que gouvernement? Et là, il faut être conscient du fait que ça ne sert pas à grand-chose de tous les jours dénoncer les violations des droits de l'homme à gauche et à droite, parce qu'il y en a partout. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est surtout là où il y a des règles du droit international public ou du droit international humanitaire, là où ils sont violés, de voir à ce qu'on le dit. Et il faut aussi faire attention de ne pas choisir des pays contre les autres. N'est-ce pas? Pendant longtemps, on n'a pas parlé de l'Arabie saoudite, qui, avec des violations des droits de l'homme depuis toujours. Et puis tout d'un coup, depuis qu'ils ont assassiné un journaliste, c'est devenu plus connu. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les droits de l'homme en Arabie saoudite? D'accord. Mais en même temps, j'aimerais bien aussi qu'on parle plus de la guerre au Yémen. N'est-ce pas? Ça, c'est une catastrophe humanitaire causée par une agression des Émirats et de l'Arabie saoudite. Et puis, on parle des femmes en Arabie saoudite. Bien sûr, je suis en faveur qu'on parle des femmes en Arabie saoudite, mais il faut faire un peu attention. Et surtout, voir un peu quelle est la démarche dans son ensemble par rapport à différentes situations qui sont catastrophiques. Merci. Je voulais encore amener plusieurs sujets, mais je vois que l'heure tourne et puis j'aimerais aussi laisser le temps à la salle de poser des questions. Simplement, sur ces trois sujets et peut-être sur celui aussi des exportations d'armes qui viennent de connaître une petite facilitation, je crois, législative, on s'aperçoit que le Conseil fédéral ne porte pas forcément ces valeurs suisses dont on parle ici. Comment est-ce qu'on l'explique au fond? Est-ce que c'est ce pragmatisme suisse qui est une valeur en soi et qui finalement remplace les grandes valeurs des discours du dimanche? Ou est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il y a les consciences individuelles et puis la raison d'État? Mais sur l'exportation des armes, il y a quand même eu, l'été dernier, nous nous souvenons, après une reprise de la décision du Conseil fédéral parce que la pression du public a été très forte et le Parlement est intervenu.
Et là, je pense que ça, on pourrait plutôt dire que c'était positif, parce qu'il y a quand même eu une évolution et puis il y a eu une réaction. Et je crois que le Conseil fédéral a été totalement étonné. Il a totalement sous-estimé qu'il y aura une réaction. Et je pense, de ce fait, je mettrais ça du côté positif, que vraiment la réaction du public peut après motiver le Parlement à intervenir et puis aller dans la bonne direction. Et bon, la salle aussi, mais juste encore une dernière chose, c'était Glencore, les multinationales qui ont des comportements parfois répréhensibles, et il y en a plusieurs en Suisse, qui sont toujours très bien traitées, à qui l'on offre des facilités fiscales et autres. Est-ce que, si on parle de valeurs suisses, il faut maintenir et favoriser ces entreprises ici, sachant qu'elles ne respectent pas ces valeurs quand elles agissent à l'étranger? Dick Marty, vous avez une quote sur Glencore qui pourrait finir sur Twitter? Oh, il y a un tas de trucs. Je suis coprésident de l'initiative populaire pour la responsabilité des multinationales. On demande tout simplement que les multinationales qui ont un siège en Suisse rendent compte des violations des droits de l'homme et des dommages à l'environnement qu'elles causent dans les pays fragiles. Et ce n'est pas qu'on veut envoyer des procureurs, c'est qu'on dit simplement que les victimes puissent faire une action en responsabilité civile, ce qui n'est pas du tout facile en droit suisse parce c'est très cher et il faut apporter les preuves. C'est le lésé qui doit apporter les preuves. Le Conseil fédéral il dit « Ah oui, c'est bien les multinationales responsables, mais on les laisse s'arranger entre eux. Autorégulation. » Non mais je crois rêver, quoi. Alors, on pourrait abolir avec ce raisonnement la loi sur la circulation routière, parce que je suis sûr que tous ici sont des bons conducteurs, ils n'ont pas besoin de la menace de la prison, on n'est pas des chauffards. Le code pénal concerne peut-être 2-3% de la population suisse. Tous les autres ne volent pas, ne font pas de brigandage, ne violent pas, etc. Mais le code pénal est fait pour les voyous. Et nous, on propose des dispositions qui serviront aux voyous. Parce que parmi les multinationales, il y a des voyous. Il y a des sociétés multinationales dont les actionnaires sont des fonds spéculatifs et ces fonds font des pressions énormes sur le management pour qu'il y ait le maximum de profit. Et le maximum de profit, vous l'obtenez en violant les droits de l'homme, en violant les règles sur l'environnement. Donc, il faut des dispositions. Pardon. Tim, j'ai l'impression que vous avez envie de parler. Je crois qu'il y a un aspect qu'on sous-estime, c'est-à-dire on n'arrive souvent pas à ses buts si les argumentations sont morales. Je crois que c'est beaucoup mieux d'argumenter avec les intérêts économiques. Exemple, le secret bancaire. Pendant longtemps, on a dit que c'est important pour la Suisse, intérêt économique, etc. Tout d'un coup, les banques ont réalisé, c'est contre leurs intérêts. Ce ne sont que les cons de la politique qui n'ont pas compris. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les banques ont réalisé, ça ne marche plus. Arrêtons. Axel Weber, le président de l'UBS, nous a dit, bon, maintenant il a peut-être, c'est d'accord avec l'Allemagne sur les comptes, c'est-à-dire un accord fiscal avec l'Allemagne. Si ça échoue, nous voulons une transparence totale, fini. Pas parce qu'il est un philanthrope, mais tout simplement parce que les banques ont réalisé que ça ne marche plus. À un moment où la politique n'a pas encore réagi. Et là, je crois qu'il faut, dans la discussion, beaucoup plus jouer sur les intérêts économiques à long terme. Et je suis sûr qu'au moins une partie des compagnies internationales comprennent très bien. Nestlé n'est pas intéressé, à cause de sa réputation, d'être mis en critique. Alors, ils font tout le nécessaire pour éviter. Non, mais je crois les voyous. Hein. Oui, mais je crois que de mener la politique sur ces questions-là, ce n'est pas la morale, mais surtout l'intérêt économique qui nous mène plus loin. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez un micro? Est-ce qu'il y a un micro prévu pour le
Oui, un micro ici et une question là. Voilà. Merci, bonsoir Madame, Messieurs. Merci beaucoup pour ce débat qui est absolument passionnant et pour toutes vos réponses. J'ai une question concernant la politique du Conseil fédéral. Est-ce que, et notamment par rapport à la question sur l'UNRWA, est-ce qu'il s'agit d'une décision d'un conseiller fédéral en charge évidemment des relations affaires étrangères, ou bien est-ce que c'est la position du Conseil fédéral? Parce qu'on a de la peine maintenant à comprendre effectivement par rapport à certaines prises de position. Est-ce que c'est vraiment la politique du Conseil fédéral, ou bien est-ce que c'est une politique menée par les affaires étrangères, ou en tout cas des prises de position? À mon avis, ce n'est pas lisible, ce n'est pas assez clair. Qui souhaite répondre parmi vous trois? Christine? La politique du Conseil fédéral concernant l'UNRWA n'a pas changé maintenant officiellement parce qu'il n'y a eu aucune coupure d'argent. Disons, la Suisse a encore toujours payé le même montant que les années précédentes et puis va aussi pour les années prochaines payer la même chose. Et si on lit le rapport intermédiaire du département sur la collaboration avec l'UNRWA, on est aussi assez étonnant de lire beaucoup de choses très positives. De ce fait, moi, je pense que ce qui a été dit était plutôt spontané. Merci, Christine. Une autre question, monsieur? Oui, bonjour, Frédéric Chevalet, ancien cadre du CICR, chef de délégation et également chef de division au CICR dans les années 80. Écoutez, je crois qu'il faut faire un distinguo au niveau concernant. Je ne vais pas revenir sur parler beaucoup du CICR parce que j'ai compris qu'on ne veut pas trop s'étaler là-dessus. Ceci étant, je crois qu'il est important de faire un distinguo entre valeurs et principes. Premièrement, les principes du CICR, il n'y a pas que la neutralité, il y a l'indépendance, il y a l'impartialité et il y a évidemment l'humanité, etc. Je ne vais pas tous les décliner. Mais ceci étant, je crois que je donne raison à M. Marty, parce qu'effectivement, je crois que là, et je sais ce qui se passe sur le plan endogène au CICR aujourd'hui, les délégués sont figés, sont tétanisés, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir s'exprimer, mais malheureusement, ils ne peuvent pas s'exprimer, parce que justement, il y a un problème de management. Un management de deux personnes, M. D'accord et M. Peter Maurer. Et je crois que ça, c'est très important de bien comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et c'est pas vous savez qu'à Berne, le mardi prochain, il y a une interpellation de Lisa Amazon. Ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut. On veut simplement remettre la mosquée, la synagogue et l'église au milieu du village. C'est tout. Mais ça, on le veut. Parce que là, il y a une dérive, et je crois que l'ancien président de Médecins sans frontières l'a bien souligné, il y a une dérive qui est absolument intolérable. Intolérable actuellement par des délégués au CICR, et j'en connais beaucoup, des médecins également, et qui trouvent on ne sait plus comment parler. Donc je crois que ça, il faut le dire et le savoir. Donc il y a des multinationales peut-être du type Nestlé, mais il faut aussi voir la dérive multinationale du CICR. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Je ne suis pas certain que c'est plus un commentaire qu'une question. On vous a entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, ici. Bonsoir, Michel Frère, Dauphiné-Le Béret. Et je vais venir sur les exportations d'armes. J'ai été travailler dans une vie antérieure pendant 14 ans dans l'industrie de l'armement et au l'état-major des armées. J'aimerais savoir quels sont les critères pour le contrôle de l'exportation, parce que ce qui serait mieux, c'est qu'on n'exporte pas du tout. Vous imaginez en France le bouleversement, l'Inde, les sous-marins. Bon. Donc, ce serait mieux, mais on se limite pour le moment au contrôle. Dans les armées françaises, selon les valeurs françaises, je dirais plutôt suivant les critères, étaient pris en compte pour autoriser, on était interrogé, était pris en compte pour autoriser l'exportation de l'arme uniquement l'aspect coopération pour la logistique, plus tard, pour nous, qu'on a des armements communs, le danger pour l'utilisation de ces armes contre la France, mais jamais a été pris en compte l'utilisation de ces armes par le pays étranger.
Et monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur le Yémen, c'est un drame que l'on vit. Je me bats, moi, de mon côté, pour que l'on puisse, de ce côté-là, se battre de façon à éviter ce genre d'exportation. Et je voudrais donc savoir si les valeurs suisses sont les mêmes que les valeurs françaises concernant l'exportation. Autrement dit, est-ce que l'on prend en compte l'utilisation de l'armement fait par le pays où on exporte? Pour en prouver un exportateur que vous connaissez bien, c'est la France, avec les LBD, qui sont fabriqués en Suisse, par exemple. Est-ce que l'un de vous trois souhaite répondre? Je pense que les deux situations sont très difficiles à comparer. D'abord, la taille de l'industrie des deux pays n'est pas tout à fait la même. Mais est-ce que l'un de vous trois souhaite se profiter? Non, la norme suisse exige que l'on ne livre pas des armes à des pays qui sont mêlés dans des conflits. Après, il y a des chicaneries sur la définition d'armes. Et là, on peut discuter. Il y a eu maintenant des problèmes avec l'Arabie saoudite. Et c'est vrai, le conflit du Yémen est quelque chose d'absolument atroce. Et moi, je me rappelle, il y a de ça 2-3 ans, quand le roi d'Arabie saoudite est mort, le président Hollande, un socialiste, et s'est précipité à Riyad. Et en occasion des funérailles, le jour après, il a signé des contrats pour la fourniture de Rafale. Voilà. Mais c'est les places de travail après qui... Oui, une question ici, madame. Oui, bonsoir. J'aurais une question. En fait, pour faire le lien avec le film qu'on a vu, je serais curieuse de savoir où vous trouvez les valeurs suisses dans les discussions qu'il y a actuellement sur le service civil. Le service civil vous inspire-t-il? On n'a pas le débat, franchement. À toutes les discussions qui visent à restreindre l'accès au service civil des jeunes hommes suisses. Parce qu'il a trop de succès. Mais dès lors que l'on maintient le principe d'une armée, il faut bien considérer que cette armée a besoin de soldats. Et donc le vrai débat est celui-là, ce n'est pas tellement le service civil. Le peuple suisse s'est prononcé à plusieurs reprises contre le principe de ne pas avoir une armée. Moi, c'est une possibilité que j'envisagerais, mais la majorité du peuple n'est certainement pas prête à l'accepter. Merci. Une autre question? Là-haut, oui, monsieur, premier rang. Merci. François Keller, festivalier. Pour rester en lien avec le film et une question qui peut paraître dans le délire du film, dans le délire artistique évidemment, est-ce qu'il serait envisageable tout simplement d'interdire la guerre? Alors je crois que Christine est avocate, elle va nous répondre et allez-y. Bien, je pense si on pouvait fondamentalement changer l'être humain, peut-être, mais aussi longtemps qu'il y a l'être humain comme nous le connaissons, je pense que ça ne servirait à rien du tout d'interdire la guerre. Un complément? C'est l'éternel problème de la guerre juste. Existe-t-il une guerre juste? Je crois qu'il y a certains exemples dans l'histoire qui le laissent supposer. Le fait de combattre Hitler me semblait une nécessité absolue. Et on a essayé à plusieurs reprises, Ligue des Nations et puis Nations Unies. Mais il y a un aspect important, ce qui s'est passé pendant les dernières décennies, c'est le changement de caractère des conflits. N'est-ce pas? Les guerres d'aujourd'hui, la plupart, ce ne sont plus des guerres entre deux États qu'on peut rendre responsables selon le droit international civil. Sinon, ce sont des groupements désorganisés. C'est difficile de leur interdire la guerre. Bon, je suis en faveur. Autre question? Est-ce que je vois? Enfin, j'ai un peu les lumières dans la figure, donc est-ce qu'il y a quelqu'un que je ne vois pas? D'accord. Sinon, j'en ai une. Moi, il y a quand même l'élection de Trump et son action à la Maison-Blanche
qui bouleverse pas mal de choses, parce que même si on a toujours été plutôt pro-américain, comme vous l'avez dit, pas de neutralité, néanmoins, c'était une Amérique peut-être plus raisonnable qu'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez cette présence de Trump comme une menace pour les valeurs suisses et pour le fait de pouvoir continuer notre business as usual dans un camp occidental plutôt raisonnable? Est-ce que vous voyez une sorte de grand schisme se présenter en raison de cette radicalisation, je dirais, de la Maison-Blanche? Tim? Je crois qu'on parle trop de M. Trump et trop peu de ce qui se passe dans le monde entier. Je peux très bien m'imaginer que même s'il n'est pas réélu, le monde a changé. N'est-ce pas? Nous avons des figures très douteuses au pouvoir dans beaucoup de pays aujourd'hui. Ce n'est pas seulement M. Trump. Et il y a une radicalisation du populisme très dangereux, c'est-à-dire des valeurs, des lumières à la dérive. On pensait toujours qu'on aurait un progrès avec un blocage qui rend impossible le retour. Non, on est en train de voir le retour de nos valeurs, des lumières. Et en plus, un changement de la politique des États-Unis. Je crois que c'est une illusion de penser que même s'il y avait un démocrate élu à la Maison-Blanche d'ici 2 ans, que la position des États-Unis changerait tout à fait et on revient au passé. Non, le monde a changé. Et je crois que c'est ça qu'il faut beaucoup plus comprendre et se situer en tant que Suisse, en tant que pays, dans un monde tout à fait changé. Et j'ai un peu l'impression, comme tous les généraux, on prépare les guerres passées au lieu de nous réfléchir comment est-ce qu'on se situe dans un monde radicalement changé. Je pense aussi, si je peux peut-être tout à fait suivre ce qu'a dit Tim, le drame, c'est qu'il y a une division totale de ce pays, qu'il y a 2 mondes finalement qui ne se parlent plus. Et nous voyons que ce n'est pas uniquement aux États-Unis, mais si nous regardons aussi la France avec les Gilets jaunes et d'autres pays, je pense que cette tendance d'avoir des divisions et des partis qui ne se parlent plus et qui ne peuvent plus se mettre ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes, et toutes des grandes parties de la société qui se sentent totalement oubliées et puis plus en possibilité de prendre part à la vie sociale, c'est ça le grand problème. Et si nous pouvons, comme Suisse, faire quelque chose, c'est aussi quelque chose que je viens déjà de mentionner, c'est d'essayer de ne pas aller dans cette direction, mais de sauvegarder la possibilité de parler entre nous et de trouver des solutions. Merci. Dick? Mais je suis tout à fait d'accord. Trump n'est pas la cause. Trump est le symptôme. Et des Trump, il y en a un peu partout. Il y a Duterte aux Philippines, il y a Orban en Hongrie, Salvini en Italie, etc., etc. Et je sais que pas tout le monde est d'accord, mais moi je trouve qu'il y a des similitudes. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a des similitudes avec ce qui se passe maintenant, avec ce qui se passait au début des années 30. L'hostilité envers le différent, c'était le juif, c'était l'homosexuel, etc. Et un populisme, un nationalisme exaspéré. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Seulement qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus explosif parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et on voit que ces réseaux sociaux sont de plus en plus manipulés par des intelligences artificielles. Et donc, on se demande jusqu'à quel point les élections, les mécanismes démocratiques sont encore véritablement intacts aujourd'hui. Il y a une attaque à la véritable démocratie aujourd'hui, à mon avis. Bon. C'est sur cette note totalement optimiste que nous allons clore les débats. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci à vous 3. Merci.